Donc on avait effectivement une usine en Thaïlande qui fabriquait donc tous les circuits électroniques qui rentraient dans les cartes. Et effectivement, un matin, je me réveille et je vois que la rivière, la grande rivière qui traverse Bangkok, le Chao Phraya, il y avait tellement de pluie, c'était la mousson, il y avait tellement de pluie qu'il y avait eu des inondations monstrueuses et que l'usine, en fait, l'usine qui était dans une zone franche, n'avait pas été épargnée et l'usine était sous 1,50 m d'eau. Par chance, nos machines étaient au premier étage, mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que toute ma production électronique s'arrêtait, je pouvais plus livrer mes clients, et cetera, et cetera. Et puis, vous savez, quand vous avez une usine sous 1,50 m d'eau, vous la redémarrez pas une semaine après, hein. Donc, vous imaginez, moi je suis à Los Angeles, je me réveille, voilà la nouvelle. Que faire? Et là, il faut savoir prendre des décisions radicales. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Hello Philippe, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de ta carrière entre la France et les États-Unis. On va parler d'IA aujourd'hui, de musique. Ce que je te propose pour commencer cette interview, c'est tout simplement que tu te présentes, tu te dises qui tu es, tes origines françaises, donc de quelle région tu viens, rapidement énoncer ton parcours et tes fonctions actuelles. Bien, donc je suis Philippe Guillot, alors je me considère comme un serial entrepreneur, puisque aujourd'hui, je suis dans ma 4e société. J'ai pas toujours été entrepreneur, mais on va y revenir. Je suis ingénieur de formation et donc français, j'ai énormément voyagé, car mes parents étaient diplomates, ce qui D'accord. m'a permis, de voir beaucoup de pays. Aujourd'hui, je suis effectivement entre la France et les États-Unis, beaucoup aux États-Unis, sur la côte ouest et effectivement ma dernière société est dans la musique tech. Ok. Donc actuellement, tu es cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Matchtune. On y reviendra au cours de cet échange. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux différences culturelles et à ton histoire en tant qu'expatrié. Est-ce que tu peux me raconter justement l'histoire de ton expatriation qui a commencé dès ton enfance avec tes parents diplomates et qui ensuite s'est prolongée avec un moment où tu es revenu faire tes études en France et tu es reparti ensuite continuer ta carrière aux États-Unis? Tout à fait, donc je disais qu'effectivement, j'avais eu la chance de pouvoir voyager. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance parce que ça donne une certaine, ouverture d'esprit. Ça permet aussi de savoir un peu plus précisément ce qu'on veut faire dans la vie et où est-ce qu'on veut le faire. Donc j'ai eu l'occasion de voyager, notamment, en Asie, donc Singapour. J'étais à Singapour, lorsque j'avais 2 mois. Et pour l'anecdote, en fait, je parlais le malais avant de parler le français parce que ma nounou était malaise. Mais bon, D'accord. je vous rassure, j'ai tout oublié. Et j'ai vécu également en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, aux États-Unis, en Polynésie. Cette enfance à l'international, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu t'es construit? Bien, en fait, je dirais, je vais me qualifier d'un petit peu privilégié, donc parce que mes parents étaient diplomates, donc j'étais un petit peu dans ce monde diplomatique et l'expatriation de l'époque, qui n'a plus rien à voir avec, enfin l'expatriation d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'expatriation de l'époque. À l'époque, être expatrié, c'était un petit peu une vocation et donc il y avait, par exemple aujourd'hui, je peux dire que une grande majorité de mes amis que j'ai conservés, ce sont des amis que je me suis fait à l'étranger plutôt, que des amis que je me serais fait en France. Parce que je crois que les liens sont plus solides. D'accord, OK. Et les liens sont plus solides parce que justement, c'était des liens d'enfance, tu penses? C'est parce que ça a été des amis d'enfance comme des Français peuvent avoir, des amis d'enfance et que c'est le fait d'avoir passé, son enfance ensemble ou c'est le fait d'avoir vécu en expatrié, qui fait que, tu es resté plus proche de ces personnes-là? Alors je pense que
comme toutes les communautés, on a tendance à s'agglomérer autour de la même communauté. Et c'est pour ça que lorsqu'on arrive, par exemple, à Los Angeles, vous avez une communauté, une organisation qui s'appelle Los Angeles Accueil, dans lequel tous les Français qui débarquent peuvent venir et donc se retrouvent entre Français. Et ça, je l'ai toujours vu partout. C'est-à-dire que vous arrivez dans un pays et dans un pays que vous connaissez pas, et vous avez tendance en fait à vous sentir plus à l'aise, ne serait-ce qu'au début, avec la même communauté que la vôtre. Et donc, vu que vous êtes en minorité, vous êtes une goutte d'eau dans la mer, eh bien, vous avez tendance à créer des liens plus forts. Donc tu as passé ton enfance à l'international, tu vas rentrer, au moment de ton cycle supérieur, tes études, tu as dit, tu as fait, u une école d'ingénieur et là donc tu commences ta carrière en France, à Paris, plutôt dans le milieu du logiciel, de la sécurité, non? Alors, pas du tout. En fait, donc j'ai fait Raconte-moi. effectivement, donc j'ai fait, une très, très bonne école d'ingénieur, en informatique à Paris qui est l'EPTA, Ouais, sans la nommer, qui, je pense, aujourd'hui demeure encore une des meilleures. Et ensuite, j'ai été compléter, mon cursus, avec, un master, aux États-Unis, dans un domaine qui était l'intelligence artificielle. Mais à l'époque, l'intelligence artificielle, c'était, vraiment, on en était au tout début, il y avait pas de marché et cetera. Mais on est je me en suis quelle dit: année «Tiens, là? c'est» on est en là, heu, on est en 92, OK. 93-94. Donc voilà, donc j'ai fait mes études. Ensuite, j'ai fait mon service militaire, en France. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il y avait encore le service militaire et je me suis dit: «Bon, bah, plutôt que cette période soit considérée comme, du temps perdu, autant le faire bien». Donc ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu ma manière de concevoir, la vie. C'est que quand vous vous lancez dans quelque chose, autant le faire à fond parce que sinon c'est vous perdez votre temps. Et donc j'ai fait l'école des officiers et je suis devenu, aspirant, ensuite, sous-lieutenant, et au lieu de faire 12 mois de service militaire, ben, j'en ai fait 18. Et donc bah, j'étais mieux payé, j'avais plus de responsabilités et honnêtement, plutôt que de subir, ben, j'ai énormément apprécié cette époque. Ça m'a également formé, au management et justement à l'esprit de cohésion, à l'esprit d'équipe et cetera. Voilà, donc ça c'était le bon côté, du service militaire. Voilà, et puis ensuite, bah, je suis, parti. À ce moment-là, ma mère était, consul de France à l'île Maurice. Je suis parti à l'île Maurice et c'est là que j'ai commencé ma carrière. Donc j'ai travaillé notamment, pour Arthur Andersen, et j'étais pas du tout dans la musique. J'étais dans la sécurité informatique. Donc on testait les systèmes bancaires, on testait, voilà, donc on était, si vous voulez, les pirates, mais col blanc. C'est-à-dire, on était, voilà, on travaillait, on testait les systèmes de manière à ce que d'autres ne puissent pas exploiter les failles. Mmh. J'avais une cinquantaine de personnes, qui travaillaient avec moi et à ce moment-là, j'étais salarié. Jusqu'au jour où, un matin, je me suis réveillé et je me suis dit: «Bon, est-ce que je veux rester salarié toute ma vie ou est-ce que, je veux, vraiment, prendre ma vie en main et être mon propre patron?» Et c'est là qu'en 2000, ben, je me suis dit: «Je vais me lancer, je vais devenir entrepreneur». Et voilà, et c'est un grand saut, hein. C'est un grand saut, parce qu'il faut savoir que quand on devient entrepreneur, on a énormément de mal à repartir en tant que salarié dans une entreprise avec, bah, dans une hiérarchie, et cetera. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que à ce moment-là, je suis rentré en France, j'ai créé ma première société. J'ai eu de la chance, j'ai pu la revendre, 4 ans plus tard, D'accord. en 2004. Donc là, c'était une société, Heu, c'est Audio Smart Card, c'est ça? La première société que tu exactement, crées? c'est ça, Vous f Qu'est-ce que vous exactement, faites? Tu peux Audio expliquer ce Smart que vous Card. faisiez? Oui, bien sûr. Alors en fait, le principe était simple, c'est que, d'ailleurs, il est toujours valable aujourd'hui. Quand vous appelez, je sais pas moi, American Express au Ouais. téléphone, bah, vous savez que c'est American Express parce que vous avez fait le bon numéro, mais American Express, ils savent pas forcément que c'est vous la bonne personne et ça pourrait être n'importe qui. Et donc on avait développé une espèce de carte, où il y avait un bouton et à chaque fois qu'on appuyait sur ce bouton, ça générait un code acoustique unique et qui passait au travers du téléphone et ben, le la société de l'autre côté, elle pouvait, s'assurer que vous aviez bien le que vous étiez bien la bonne personne, à moins qu'on vous ait volé, si vous voulez, le device, mais bon. Et c'est pour ça que ça s'appelait Audio Smart Card, donc c'était un peu,
le précurseur de la smart card acoustique, je dirais. OK. Voilà, et bon, ça a plutôt bien marché, donc on l'a revendu en 2004 au groupe Prosodie, qui était un groupe français qui était très présent dans les telcos. Et puis voilà, donc ensuite, eh bien, donc cette activité a continué à être développée au sein donc de Prosodie jusqu'au moment où, en 2006, s'est présenté un producteur d'Hollywood et qui nous a dit qu'ils étaient très intéressés par la technologie, et cetera, et qu'ils voulaient racheter la technologie. Et à ce moment-là, et donc le groupe Prosodie a revendu cette société, et nous avec, je dirais, à ce producteur d'Hollywood, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Los Angeles. Donc D'accord. me voilà arrivant à Los Angeles, avec, mes 2 enfants, en bas âge, et mon épouse, pour encore une fois faire le service après-vente, de cette, de cette vente. Donc c'est ce que nous avons fait. Alors Los Angeles, c'est une ville, je ne sais pas si pour les auditeurs qui ne connaissent pas, Los Angeles, c'est une ville assez, extraordinaire. Je crois que c'est un des meilleurs climats au monde. Vous avez 320 jours de soleil par an, vous avez une lumière incroyable. Vous savez, la luminothérapie, c'est important. Et puis surtout, bon, le cadre de vie, c'est magnifique. Donc en 2006, me voilà donc à Los Angeles. Pendant 2 ans, on aide donc ce producteur d'Hollywood à développer tout ça. Alors ça nous a permis aussi du coup à rentrer un petit peu dans tout ce monde d'Hollywood et des acteurs, bref. Et voilà qu'en 2008, on était un petit peu à la fin de notre, je dirais, service après-vente. Un groupe suisse vient nous Là, voir. là, on est 2 ans après, toi, tu arrives en 2006, c'est ça, à Los Angeles et c'est Voilà. en 2008, c'est ça, que se fait, l'événement dont tu parles? À 2008, on était tranquillement installés à Los Angeles. Un groupe suisse vient nous voir, donc le groupe Kudelski, qui est un groupe qui est mondialement connu, notamment dans tout ce qui est sécurité, dans tout ce qui est. C'est eux notamment qui ont inventé le Nagra, qui est un enregistreur que les journalistes ont bien connu à l'époque. Et donc, ils viennent nous voir en nous disant bon, nous, on aimerait bien se lancer dans les cartes bancaires. Mais on veut pas se lancer dans des cartes bancaires, en plastique, qui coûtent rien et qui sont pas très rentables. On voudrait se lancer dans les cartes bancaires de haute sécurité, et cetera. Donc, comme vous êtes des spécialistes de justement, de l'électronique dans les cartes, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Donc voilà qu'on crée une joint venture avec le groupe Kudelski, qui met à notre disposition, une usine qu'ils ont en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, et ensuite on va ouvrir une usine en Thaïlande pour toute la partie électronique, et nous voilà partis, à fabriquer des cartes, qui, en fait, des cartes bancaires qui intègrent de l'électronique et un petit afficheur, et 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 ces cartes aujourd'hui sont toujours en circulation. Vous avez notamment, certaines banques qui proposent ces cartes où vous avez notamment le code de sécurité qui change tout seul toutes les 40 minutes. Donc ça c'est mon invention. Donc ça, voilà, donc en 2008 on lance ça, et on finit par avoir 52 banques comme clients, fabriquer 160 millions de cartes. Et en 2014, le, la société Oberture, donc qui est le deuxième leader mondial des cartes bancaires, nous rachète. Voilà, donc l'histoire, vous savez, c'est à chaque fois un petit peu C'est bis toujours les jeux repetita. d'acquisition et donc là, c'est Ouverture Voilà, Technologies qui rachète, vous allez devenir, exactement. Indemia même? Alors, Heu, Oberture, par la suite, fusionne avec Morpho, et il se voilà. renomme Idemia. Voilà, Idemia. Et là aussi, service après-vente. Vous savez, c'est souvent le même modèle, hein. Donc pendant 2 ans, on va travailler avec Idemia, heu et arrive le moment. Alors vous savez, là, je fais une petite parenthèse. Vous savez, dans la vie d'un entrepreneur, il y a quelque chose dont peu de gens parlent, c'est ce qu'on appelle le blues de l'entrepreneur. C'est-à-dire que vous avez une société, bon, vous vous donnez à fond pour votre société, et puis, un jour, vous la vendez, et puis le lendemain matin, vous vous réveillez, et puis là, vous avez plus rien à faire, en fait. Vous voyez? Et ça c'est terrible parce que ça peut vraiment vous faire plonger dans de la dépression, hein. Et ça, peu de gens en parlent, mais c'est une vraie, vraie réalité. Moi, j'ai des amis, qui étaient entrepreneurs, ils ont vendu leur société, par la suite, ils ont plus rien fait. Voilà, ils ont eu énormément de mal à à se reconstruire et à reconstruire un nouveau projet, et cetera. Donc voilà, donc après, avoir vendu donc la société à Idemia, bah, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais ensuite?» Pour éviter justement ce blues de l'entrepreneur, comment tu fais à chaque fois pour te remettre en question, à chaque fois que tu Alors vends une société?
Alors en fait, moi je sais ce à quoi je suis bon et je sais ce à quoi je ne suis pas bon et j'aime bien résumer ça avec une phrase. Si on me demande de lancer une boulangerie au coin de la rue, ça je sais pas faire. Par contre, si on me demande de vendre des pains au chocolat dans le monde entier, ça je sais faire. Donc en fait, moi, les problèmes qui vont m'attirer, ce sont des problématiques un peu globales. Voilà, donc les cartes bancaires, c'était global et donc je rencontre André Manoukian, donc qui est un célèbre, pianiste, jazzman, compositeur, français. Je le rencontre dans un dîner à San Francisco et là, il me raconte, l'histoire en fait de l'histoire de la musique, et que j'ai trouvé assez triste d'ailleurs, parce que pour résumer et pour faire simple, vous avez, aujourd'hui 200 millions de musiques sur la planète, mais vous n'avez que 0,1 de ce voilà, de cette quantité qui génère du revenu, aux artistes. Et alors, je lui ai dit: «Ah bon, mais comment c'est possible?» Il dit: «Ben, c'est simple en fait, parce qu'une musique, si elle est pas streamée sur une plateforme de streaming ou si elle est pas utilisée dans une vidéo, dans une publicité et cetera, elle ramène absolument aucun droit aux auteurs. Donc vous avez des quantités énormes de musique qui ne tournent pas en fait et c'est ce qu'on appelle des dead catalogues et donc il me raconte effectivement cette histoire et ça explique un petit peu la raison pour laquelle les artistes ont du mal un petit peu à vivre de leur métier, hein et moi ça m'a beaucoup étonné parce que moi qui viens un petit peu du digital et tout ça, je lui dis: «Mais comment c'est possible que d'un côté, il y ait 200 millions de musiques qui tournent pas et que de l'autre côté, il y a 500 millions de content creators?» Donc notamment, voilà, des gens qui font, des youtubeurs, des, des personnes qui font des vidéos, même des entreprises et cetera. Il y a 500 millions de personnes comme ça qui font des vidéos tous les jours. Vous savez, vous êtes tous sur Instagram, vous faites des stories, bon et la musique, c'est important pour, quand vous faites des vidéos et donc comment ça se fait que d'un côté, vous avez 500 millions de content creators qui sont tout le temps en train de chercher des musiques, de l'autre côté, vous avez 200 millions de musiques qui ne trouvent pas preneur? Et donc il m'a expliqué, il m'a dit: «Ben, en fait, ce sont 2 mondes qui se regardent un petit peu en défiance». C'est-à-dire que les 200 millions de musiques sont un petit peu dans les mains de 4 ou 5 gros majors, qui voient, si vous voulez, ça date un petit peu de l'époque du MP3, vous savez, Napster et tout ça, qui voient un petit peu, justement ceux qui, les petits, je dirais comme, des potentiels pirates et des gens qui vont leur voler la musique, sans les rémunérer, bon. Donc ces 2 mondes se regardent en défiance, ne se parlent pas et pourtant, ben, voilà, regardez, vous avez l'offre et la demande. Donc moi je lui dis: «Ben, en fait, ce qui manque, c'est des ponts entre ces 2 mondes, de manière à pouvoir réconcilier ces 2 mondes et c'est à partir de là qu'on a lancé Matchtune. Donc Matchtune, en fait, c'est moitié, musicien, moitié ingénieur, et c'est ça qui fait la particularité de cette entreprise, qui est assez unique et en fait, assez rapidement, en fait, on a identifié, je dirais, les 3 problèmes. On a identifié les 3 problèmes que pouvaient rencontrer, justement ceux qui font ceux qui font des vidéos, et comment on allait pouvoir les aider, en fait. Le 1er problème, c'est que lorsque vous faites une vidéo, en fait, vous, ce que vous voulez, c'est avoir des views et vous voulez que votre vidéo, elle fonctionne bien et donc vous savez qu'il faut, une musique dessus, mais vous savez pas quelle musique mettre. Vous voyez? Donc, parce que vous, bah, vous êtes plutôt un vidéaste, hein, vous êtes pas un musicien, en plus, c'est quelque chose qui est mouvant, c'est-à-dire que la les musiques qui marchaient il y a un mois, peut-être qu'elles marchent plus aujourd'hui et tout ça, donc quelle est la bonne musique pour votre vidéo? Ça c'est la question fondamentale. Donc ça c'est le 1er problème. Le 2e problème, c'est que souvent, vous allez, alors vous faites votre montage sous Premiere ou sous Final Cut Pro ou sous, CapCut et donc vous montez vos images et puis vous mettez une musique. Vous avez trouvé une musique, vous mettez une musique, mais bon, votre vidéo, imaginons qu'elle va faire 30 secondes, mais la musique, elle fait 3 minutes. Alors comment faire pour adapter, la musique sur les images, faire en sorte que vous savez, les yeux et les oreilles, ça marche ensemble. Donc quand il se passe quelque chose visuellement, il faut qu'au niveau son, ça matche et donc là, c'est pas trivial parce que, découper la musique, la faire correspondre avec les scènes et tout ça, c'est compliqué. Donc voilà, donc comment synchroniser une musique, avec une vidéo, c'est pas facile et puis, bah, le 3e problème, c'est, comment s'assurer qu'on a le droit d'utiliser cette musique? C'est-à-dire, voilà, tout ce côté un peu paperasserie, les droits, voilà, les droits, Les droits comment d'auteur, ouais. clearer la musique? Voilà, comment clearer la musique et s'assurer qu'on peut mettre sa vidéo sur YouTube sans se prendre un strike? Voilà. Donc, bah, Matchtune, au départ, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a créé, grâce à l'IA, des technologies qui permettaient on analysait la vidéo, par exemple, voilà, du youtubeur et on détectait que c'était une vidéo, par exemple, de, je sais pas moi, de sport,
de food, de real estate, que sais-je, de voyage, de zen. Et en fonction de ça, on allait chercher les 10 meilleures musiques qui correspondaient pour ce type de vidéo. Instantanément quasiment, hein. Et puis, voilà, et ensuite, on a développé des technologies qui permettaient de synchroniser justement les musiques sur les images. Donc en fait, on arrivait à récupérer dans la musique les meilleures parties et venir, remettre ça en forme, et venir, voilà, que ça matche. Et puis ensuite pour le clearing, c'est simple, on est allé voir les majors. On est allé voir les majors et on leur a dit: «Vous savez, nous, on peut vous aider à vendre votre dead catalogue». Et le deal qu'on leur a proposé, qu'ils ont accepté, et le suivant, c'est qu'ils nous donnent les catalogues gratuitement, mais c'est-à-dire D'accord. des millions et des millions de musiques. Nous, on met en place une souscription basique, je dirais, pour, les youtubeurs et ceux qui font des vidéos. Ces gens-là viennent chez nous, ils prennent, donc ils ont accès à toutes ces musiques, et nous, non seulement on leur promet de leur donner la meilleure musique pour leurs vidéos. En plus, on clear la musique, et ce qui se passe, c'est que la moitié de la rémunération, de la souscription est reversée, aux majors. Ce qui fait que, D'accord. ça permet de faire tourner en fait, ça permet de faire tourner justement ces catalogues, qui sinon, ramenaient 0. Et ça a été assez successful. Donc du coup, on s'est retrouvé très rapidement avec 15 publishers, mondialement connus, pour, justement exploiter ces catalogues, ce qui a donné de la diversité, voilà. C'est ça en fait l'histoire de Matchtune, c'est un peu construit sur du win-win. Mmh. C'est-à-dire que, celui qui fait la vidéo gagne, l'artiste qui a fait la musique gagne, en tout cas il a plus de chances de gagner que de laisser sa musique dormir, et puis tout ça se fait, de manière assez fluide, grâce à l'intelligence artificielle. OK, et donc vous, aujourd'hui, votre modèle, votre business model, il est fait justement par rapport aux fees que payent les youtubeurs, par exemple, ou les influenceurs qui créent des vidéos tous les mois, c'est ça? Tout à fait, en fait, aujourd'hui, on travaille avec des petits et des gros. Vous en avez, qui fabriquent, des milliers de vidéos par mois, Mmh. et eux, pour eux, c'est important d'avoir, la bonne musique, de s'assurer qu'elle est clearée, de pas se prendre des claims, sur YouTube et cetera. Parce que vous savez, il se passe quelque chose, il faut le savoir, c'est que si vous êtes un youtubeur et que vous mettez une vidéo sur YouTube, quand vous allez uploader votre vidéo, YouTube va vérifier que la musique, il va essayer de détecter c'est quoi la musique. Si il détecte, par exemple, que c'est une musique connue, il va, lever ce qu'on appelle un claim. C'est-à-dire qu'il va dire: «Attention, il y a un copyright sur cette musique» et cetera. Et vous ensuite après, même si vous avez les droits sur cette musique, vous pouvez ce qu'on appelle dispute. C'est-à-dire vous pouvez dire, «Ah mais moi j'ai les droits», voilà, et puis, à ce moment-là, vous mettez les informations, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où YouTube a détecté qu'il y avait un claim, il met votre vidéo de côté. Donc en fait, elle est plus vraiment dans le mainstream, et elle ne va plus bénéficier vous savez, de ce boost de views que vous pouvez avoir, quand vous postez une vidéo, normale. Mmh. Vous savez, la plus grosse audience se passe dans les premières minutes. Si votre vidéo, à ce moment-là, elle est mise de côté, même si après vous clearez les droits, sur, la musique, quand vous remettez la vidéo, c'est trop tard. OK. Vous voyez? Non, Donc non, d'où l'importance, oui, les gens ne savent pas ça, mais il faut, et c'est important, oui. OK. Quand vous créez Matchtune avec André Manoukian, heu, quel est l'ADN que vous imaginez justement pour cette société? Parce que vous avez un environnement qui est assez singulier, comme tu l'as dit. Vous mettez dans un même écosystème, dans l'entreprise, je veux dire, des musiciens, des ingénieurs. Toi, tu es entrepreneur. Comment est-ce que vous créez justement un ADN commun pour faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens? Alors, bon, d'abord, on peut pas imaginer un modèle comme ça fonctionner si vous avez 500 salariés, hein. Donc forcément, dans ce modèle-là ne peut fonctionner que si vous êtes, bon, une petite équipe, 10-20 personnes. Et c'était un petit peu l'idée qu'on avait nous de Matchtune, c'est qu'on voulait, tout miser sur les automatismes et pas forcément, se retrouver avec beaucoup d'employés. Alors, le premier réflexe, je dirais, de l'ingénieur, c'est de dire: «Ah, mais grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir générer de la musique». Oui, ça, c'est une autre chose sur laquelle j'allais venir ensuite, c'est que les les gros acteurs du monde de la musique peuvent aussi vous prendre comme un concurrent parce que se dire à force d'utiliser de l'IA, vous allez même vous-même générer votre propre musique par des modèles IA et donc les concurrencer à terme et vous-même créer votre propre bibliothèque de d'aide musique. Tout à fait. En fait, donc voilà, donc l'ingénieur, il a ce réflexe.
C'est-à-dire qu'il va dire: «Ah, grâce à l'IA, on va pouvoir générer de la Mmh. musique» et puis le musicien qui, lui, est dans la même équipe, il vous dit: En fait, non, c'est pas une bonne idée parce que pour trois raisons. La première, c'est qu'effectivement, l'IA, les gens sont en défiance par rapport à l'intelligence artificielle, que les majors vont nous prendre pour, je dirais un peu des Robins des Bois, et donc on va se mettre l'industrie musicale à dos. Donc on va se Ouais. mettre les artistes à dos, l'industrie musicale à dos. Les clients, quand ils vont voir la musique faite par IA, ils vont se dire: «Bon finalement, c'est pas si bien que ça», et donc c'est ce que j'appelle le lose-lose, et donc assez rapidement, en fait, on s'est dit: «Non, en fait, Matchtune, l'ADN de Matchtune, c'est pas de détruire des choses, même si on en crée, mais c'est pas de détruire des choses plus qu'on en crée». Donc on s'est dit, fabriquer de la musique par intelligence artificielle, on va pas le faire en fait. Voilà, nous notre ADN, c'est de trouver un modèle où tout le monde est gagnant. Et ce que l'on voit aujourd'hui, notamment avec, l'arrivée de l'IA générative, c'est qu'en fait, à la fin, il va y avoir quand même beaucoup de perdants. Enfin, il y a déjà beaucoup de perdants. Et donc voilà, donc on a ce côté, un petit peu, je dirais pas altruiste, mais, on essaie toujours de rester un petit peu dans les clous, du good practice, ce que j'appelle du good Mmh. practice. Donc alors qu'on on aurait pu fabriquer, de la musique par intelligence artificielle, assez facilement, mais, je ne suis pas sûr que c'était, vraiment, enfin la vocation, qu'on avait, la vocation première. Donc on est assez content de pas avoir fait ce choix. Aujourd'hui, on a utilisé l'intelligence artificielle de manière intelligente. C'est bien, très bien. Et justement, aujourd'hui, l'entreprise, elle est où? Elle est entre Paris et Los Angeles? On a créé cette société aux États-Unis parce que, quand vous voulez travailler avec des Américains, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes une société américaine. Et très vite, on a compris que notre marché, en fait, était aux États-Unis. Donc on a créé la société aux États-Unis, mais dans le même temps, je savais, que les meilleurs ingénieurs en IA sont en France. Pourquoi le marché, Donc il est aux États-Unis? Juste parce que je tout ce qui est créateur, enfin, aujourd'hui, les youtubeurs sont partout dans le monde. Il y en a en Inde, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient. Et en termes de volume, je suis pas sûr qu'il y ait, plus de monde, uniquement aux États-Unis que dans tout le reste du monde. alors c'est vrai, mais comme, nous, en fait, on est un petit peu écartelés entre justement, tous ces vidéo créateurs qui, eux, peuvent être partout, et puis toutes ces majors de musique qui, elles, sont, toutes aux États-Unis. Universal, Bertelsmann, Warner, et cetera, dans le monde du cinéma et tout ça. Donc en fait, on s'est dit, pour être crédible, il faut qu'on fasse tomber un petit peu la barrière de confiance, et puis surtout, vous avez des grosses sociétés aux États-Unis qui font beaucoup de vidéos, vous avez notamment des sociétés comme Airbnb qui font pas mal de vidéos et tout ça. Donc tout ça, c'est des sociétés américaines. Mmh. Heu, Vous les trouverez ailleurs dans le monde, mais ça demeure des filiales, donc avec un pouvoir de décision qui est quand même assez faible. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait ça. On a créé une filiale en France justement pour héberger nos ingénieurs en IA, D'accord. parce que vous ne pouvez pas imaginer avoir des ingénieurs en IA en Californie. Ils vont vous coûter 2 fois plus cher et ensuite, vous allez vous les faire voler à toute vitesse. OK. Donc ça, c'est un mauvais choix, pour une entreprise française qui dans la technologie, hein, qui veut, s'installer aux États-Unis, moi, ce que je conseille toujours, c'est, de ne déplacer que le marketing et sales, mais de ne pas déplacer la technologie. OK. Et justement, par rapport à ces équipes qui sont entre Los Angeles, justement, et la partie technique, IA plutôt à Paris, comment, vous créez des synergies et comment est-ce que toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu fais face aux différences culturelles? Parce qu'on ne manage pas forcément, un Américain, qu'un Français. Alors tout à fait. Alors il y a plusieurs écueils quand on est, une société transatlantique. Le premier écueil qui est le plus gros écueil, et ça c'est valable aussi pour, voilà, pour les entreprises en Asie, bah, c'est le décalage horaire. 6 heures, ça va. 9 heures, c'est périlleux. Pourquoi? Parce que, voilà, donc quelqu'un qui, heu, quelqu'un qui se lève et qui arrive au bureau à Los Angeles, à 8 heures du matin, bah, en France, il est déjà 17 heures. Quand la journée quand la journée commence, en Californie, elle se termine pour les employés, en France. Donc cette notion de se dire: La société va pouvoir fonctionner, avec des employés en fait, avec des employés qui ont besoin de énormément de collaboration entre justement, par exemple, la Californie et la France. Ça, c'est une erreur fondamentale que font beaucoup d'entreprises, et donc ça va pas très loin. Ce qu'il faut, c'est, avoir des pôles de compétences autonomes.
C'est-à-dire que, en gros, les salariés en Californie doivent avoir une autonomie totale et ils ne doivent pas pouvoir dépendre systématiquement des équipes en France. Alors, évidemment, il est important de faire des meetings, toutes les semaines. Nous, par exemple, on a 2 meetings par semaine, justement, voilà, de 2 fois par semaine où on met tout à plat et donc il y a toutes les équipes qui sont réunies. Mais le reste du temps, eh bien, voilà, il y a une totale autonomie, ce qui fait que, bah, les Français, travaillent, sur ce qu'ils ont à faire et les Américains travaillent sur ce qu'ils ont à faire. OK. Voilà, ça c'est important. Ensuite, je dirais que le dans la culture, il faut bien apprécier la différence de culture entre des Américains et des Français. Souvent, je je vois, heu, je vois des entreprises, françaises qui veulent s'installer aux États-Unis et moi, la première chose que je leur dis: «Vous savez, attention, c'est pas parce que vous parlez l'anglais que vous avez compris comment ça marche aux États-Unis». Dans de nombreuses situations, en fait, la culture est opposée, Est-ce que tu as qui se justement une présente. anecdote à me raconter, justement où tu t'es confronté à cette différence culturelle? Où toi, personnellement, tu as vécu une expérience où tu pensais avoir compris les choses d'une certaine façon et en fait tout s'est tourné, c'est passé d'une autre façon? Alors, oui, à de nombreuses reprises, mais je vais prendre un exemple. Alors moi, ça fait 10 ans que je vais au Consumer Electronics Show, donc c'est le CES à Las Vegas, c'est début janvier. Tout à fait. Il y a 300 000 visiteurs, c'est un peu une sorte de vitrine à voir le futur et depuis quelques années, vous avez, le village français. C'est-à-dire que vous avez, donc la French Tech, qui, heu, qui permet, à des entreprises, de différentes régions françaises de se retrouver dans un petit village, au sein même du CIS et à chaque fois, donc j'y vais et je reviens en fait toujours avec la même conclusion. C'est-à-dire que les produits sont fantastiques, c'est-à-dire que les voilà, vous allez, pendant le salon, vous allez avoir, par exemple, des investisseurs américains qui vont se présenter devant le stand d'une petite, start-up française, qui va leur présenter un peu le produit, leur faire une démo, donc jusque-là, tout va bien et puis, et ensuite, c'est là que ça capote, c'est qu'à la fin, vous avez l'américain qui va dire, au CEO français, il va lui dire, «OK, so what do you need?» Et là, c'est le vide sidéral. C'est-à-dire que évidemment, le français, il n'avait pas prévu ça. Pourquoi? Il n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas prévu ça parce qu'il a une erreur d'appréciation. Il pense que parce qu'il a un produit, il a un business. Mais non. En fait, l'américain, ce qu'il veut savoir, c'est: «OK, ton produit est génial, maintenant comment tu vas l'exécuter? De quoi tu as besoin? De combien d'argent tu as besoin? Comment tu vas faire ci? Comment tu vas et cetera, et cetera». Et donc lorsque la question se pose: «What do you need?» le le 1er réflexe du CEO français, au CIS, c'est de sortir sa carte de visite, de la donner donc à l'américain en lui disant, bah, «Je vais vous recontacter ou je vous rappelle», et cetera. Comme ça lui permet de réfléchir, et de revenir quelques jours plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'américain, c'est quelqu'un qui fonctionne à l'instinct et qui achète à l'instinct. C'est une force commerciale d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'en fait, son niveau d'excitation va monter assez vite, mais si vous n'êtes pas capable de le transformer très rapidement, en fait, il va vite passer à autre chose. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous lui donnez votre carte de visite, après vous recontactez la personne le lendemain ou 2 jours après, vous n'aurez jamais aucune réponse. Et donc ça c'est une des grandes, grandes, grandes différences fondamentales, c'est que, heu, aux États-Unis, l'opportunité quand elle se présente, il faut la saisir. Alors, pour la saisir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir du stock, il faut être prêt en fait, il faut être prêt, ou peut-être 3/4 prêt, je dirais, hein. Vous savez, on dit: «Fake it until you make it», hein. Donc bon, faut être 3/4 prêt. Il faut, avoir un sens très aigu du customer service. C'est-à-dire que, ben, les Américains, ils vont tester les choses, si ça leur plaît pas, ils vous le renvoient, il faut l'accepter. C'est la règle du jeu. Vous savez, il y a la petite histoire vous savez, Apple a sorti récemment, les Apple Vision Pro, donc les Google, Apple à 4 000 pièce. Ils en ont vendu, le premier jour, 200 000. Bon, sur les 200 000, vous en avez un quart qui ont déjà été retournés. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, vous avez la possibilité d'acheter, aux États-Unis et après si vous êtes pas content, ben, vous pouvez le ramener et puis, le fournisseur est obligé de le reprendre. Donc c'est un petit peu ça. Donc il faut avoir cette politique, faut être prêt en fait à ça. Il faut avoir le sens du client, c'est ça qui est important et c'est ça que j'appelle moi l'exécution.
Si vous remplissez pas ces cases-là, ben, en fait, vous allez gâcher des opportunités qui peut-être ne reviendront jamais en fait. C'est pour ça que moi je dis souvent, le produit ne fait pas le business. Ce qui fait le business, c'est d'être capable de délivrer quelque chose qui fonctionne et derrière d'avoir une politique client qui soit bien aboutie. OK, très clair. Tu viens de me raconter justement cette anecdote par rapport au CES, aux entreprises françaises qui arrivent justement dans le village français qui est hébergé par la French Tech. Est-ce que tu peux me raconter maintenant un challenge situationnel marquant de ta carrière auquel toi tu as fait face dans ton aventure entrepreneuriale, que ce soit avec Matchune ou dans tes aventures précédentes? Oui, mais je vais prendre un exemple très simple. Chaque matin, à Los Angeles, quand je me réveillais, je regardais mes emails et je me disais: «Quelle va être la catastrophe aujourd'hui?» Et donc un matin, donc on avait effectivement une usine en Thaïlande qui fabriquait, donc tous les circuits électroniques, qui rentraient dans les cartes. Et effectivement, un matin, je me réveille et je vois que, la rivière, la grande rivière qui traverse Bangkok, et le Chao Phraya, il y avait tellement de pluie, c'était la mousson, il y avait tellement de pluie qu'il y avait eu des inondations monstrueuses et que l'usine, en fait, qui était dans une zone franche, n'avait pas été épargnée et l'usine était sous 1,50 m d'eau. Par chance, nos machines étaient au premier étage, mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que bon, bah, toute ma production électronique s'arrêtait, je pouvais plus livrer mes clients et cetera et puis, bah, vous savez, quand vous avez une usine sous 1,50 m d'eau, vous la redémarrez pas une semaine après, hein. Donc vous imaginez, moi je suis à Los Angeles, je me réveille, voilà la nouvelle, que faire? Et là, ben, il faut savoir prendre des décisions, radicales. Vous avez pas le temps de remonter, d'aller voir un autre fournisseur ou de monter une usine dans un autre pays, évidemment. Donc ce qu'on a décidé, en fait, c'est qu'on allait transférer les machines, toutes les machines qui étaient au premier étage et qui étaient encore les pieds au sec. On a décidé de les transférer sur des barges et voilà les machines qui quittent l'usine, f sur des barges flottantes et on a, remonté, nos lignes de production, quelques centaines de kilomètres plus haut à Chiang Mai, donc dans le nord, de la Thaïlande où Tout ils à avaient fait. les pieds voilà, où vous avez les pieds au sec et on a été capable de voilà, en une semaine, on a été capable, en fait, de reprendre toute l'activité et il faut savoir que dans cette usine, donc c'est une usine qu'on partageait nous avec d'autres grandes entreprises. Il y avait notamment Apple, qui fabriquait, ses circuits, pour les téléphones et tout ça. Eux n'ont pas pris les barges et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la production des iPhones a été, considérablement ralentie parce que justement, ils ont en fait, voilà, ils ont été noyés. Donc OK. voilà, donc il faut avoir cette espèce d'agilité et mettre tout en œuvre pour arriver à sauver une catastrophe avant que ça devienne une catastrophe. En effet. OK, très bien. Impressionnant. Ouais, faut avoir le jeu de jambes justement et ne pas avoir peur de prendre des décisions franches, comme tu viens de le dire. Parce que c'est pas une décision neutre que de bouger toute sa ligne de production et toutes ses machines, 100 kilomètres, à 100 kilomètres du point de départ. Donc Absolument. ça Souvent, les situations de crise se résolvent par une prise de risque et donc bon, il faut être capable de prendre ces risques, en fait. mmh, OK. Tu parles justement de situation de crise. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, par rapport à ton parcours, c'est de savoir si tu as déjà vécu un échec et qu'est-ce que tu as mis en place justement pour, surmonter cette épreuve et rebondir? Alors, je me considère plutôt chanceux, on va dire ça. En fait, les échecs, tout le monde a des échecs. Après, ce qui fait la différence, c'est la capacité de chacun à transformer cet échec en une opportunité. Il y a i et c'est là que en fait, parce qu'un échec finalement, c'est une opportunité, c'est l'opportunité d'apprendre, de s'améliorer, et cetera. Dans la vie d'une start-up, des échecs, c'est comme un yo-yo. C'est-à-dire que vous démarrez avec une idée, vous pensez que le marché va être mature, 6 mois après et puis 4 ans après, le marché, il est toujours pas là. Beaucoup abandonnent parce qu'il leur manque, je pense la qualité première que doit avoir un entrepreneur, c'est la résilience. Alors vous allez me dire, c'est être résilient, c'est bien, mais heu, mais bon, faut du cash pour faire tourner une Ou entreprise. oui, il y a toujours le fait de dire une fois qu'on connaît la fin de l'histoire, il a été résilient parce qu'il a tenu assez longtemps
ou s'il échoue, et qu'à la fin il arrête le projet, il a été obstiné en fait et il aurait dû arrêter plus tôt. Comment est-ce que tu arrives à Tout à placer fait. justement le curseur? Parce que là, tu es en train de parler de Alors cash qui est nerf de la guerre, mais il y a aussi savoir connaître ses forces. Donc comment tu oui. fais la distinction entre résilience et obstination? Alors l'obstination, c'est celui qui va aller dans le mur. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire la différence entre un marché. Tout entrepreneur croit dans son produit. Il croit dans son business. Voilà, maintenant, il faut avoir la force d'esprit de faire la différence entre de la résilience et de l'obstination. L'obstination pour moi, c'est quoi la définition de l'obstination? C'est de continuer dans une direction qui n'a absolument aucun avenir et donc comment comment est-ce qu'on arrive à faire la différence entre la résilience et l'obstination? La définition de la résilience, c'est de se dire: «Je vais tenir parce que je crois dans mon produit, je crois dans le marché, mais le marché il est pas encore là, et cetera. Donc je vais, tenir jusqu'au moment où, bah, le les conditions seront meilleures. Et bien, je crois que, la qualité, la plus grande qualité que doit avoir un entrepreneur, c'est d'être à l'écoute. C'est d'être à l'écoute, mais de savoir faire le tri. Vous savez, quand vous lancez un projet et que vous allez voir 10 de vos amis et que vous leur parlez du projet, bien souvent vous aurez 9 personne sur 10 qui va vous dire: «Ah mais c'est n'importe quoi», ou bien: «Ça existe déjà», ou bien: «Tu es en train de réinventer l'eau chaude», ou bien, voilà: «Le problème c'est que» et cetera. Donc c'est important en fait d'écouter d'écouter les avis et d'en tirer un petit peu la substantifique moelle. Mais si vous êtes convaincu que vous êtes que vous avez en fait la bonne idée, et cetera, à un moment donné, ça va payer. Je connais très, très peu d'entreprises qui ont été résilientes suffisamment longtemps et qui n'ont pas réussi. Alors, maintenant, il y a ce que j'appelle le pivot. C'est-à-dire que, le produit que vous avez imaginé en je sais pas moi, vous vous lancez en 2018, le produit que vous avez imaginé, en 2018, peut-être que c'est pas le bon, en fait. Donc il faut avoir cette capacité à pivoter, à se dire: «Bon, mon business model de début, je le voyais comme ça, mais maintenant que j'ai passé 2 ans à sillonner, les marchés, à sillonner, à parler à des gens et cetera et que je me suis pris des murs, peut-être qu'en fait, il faut pivoter». Et souvent, les entreprises pivotent au fil, au fur et à mesure de leur existence et c'est justement cette capacité à pivoter qui fait que, ben, à la fin, elles sont toujours là et qu'elles finissent par trouver en fait la clé dans la serrure parce que je connais moi je connais des entreprises qui, ne pivotent jamais et à la fin, en fait, elles sont à peu près au même point de départ, que, 3 ou 4 ans précédemment, mais, en ayant, un cash conséquent. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand on se lance, et qu'on sait que, ben, le marché il est pas là, il faut rester très lean. C'est-à-dire il faut consommer très, très peu de cash. Donc souvent, comment on consomme très peu de cash, en fait? Ben, on intéresse son personnel. Alors je sais que c'est un peu tabou en France, mais on intéresse son personnel au capital, parce que ça garantit que, ben, quand les temps vont être durs, ils auront l'impression de travailler pour eux, donc ils vont rester quand même. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que derrière, vous pouvez, sur le plan salarial, faire des économies, jusqu'à ce que ça prenne, en fait. Vous savez, Mmh. je vois souvent beaucoup d'entreprises qui lèvent beaucoup d'argent et finalement, 2 ou 3 ans après, elles sont mortes. Parce que, bah, elles lèvent beaucoup d'argent, donc elles se mettent à employer, elles consomment énormément et après, voilà. Alors, pour finir sur ce sujet, je vais vous raconter une histoire qui est très connue aux États-Unis, mais ça vaut quand même le coup. Zappos, c'est un bon exemple. Donc Zappos, c'est aujourd'hui le premier distributeur de chaussures aux États-Unis, donc c'est un site online et à l'époque, après, plus d'une année de tentatives, ça fonctionnait pas et ils arrivent au 15 février et il leur reste, 10 000 en banque, les 2 associés et donc ils se disent: «Bon, nous, fin février, il faut qu'on paye, 20 000 de salaire. Donc, ce qu'on on peut plier la boîte maintenant ou bien on peut se dire: Oui. «Bon, bah, on va à Las Vegas, on prend les 10 000, on les met sur le rouge et puis, de la roulette et puis bon, bah, de toute manière, si c'est le noir qui sort, on les a perdus. Dans tous les cas, on les a perdus et puis si c'est le rouge qui sort et ben, ça fera 20 000 et puis avec ça, on peut payer, les salaires de février et puis on gagne un mois». Donc c'est ce qu'ils font en fait. Ils vont à Las Vegas, ils mettent les 10 000 sur le rouge sort
Et donc OK. les voilà avec 20 000 et les voilà avec 20 000 et ils payent les salaires du mois de février et au mois de mars, ils ont un contrat, ils ont un premier contrat et voilà, donc ce qui leur permet de payer mars et cetera et puis après ils se développent de plus en plus et au bout de quelques mois, c'est devenu en fait, une gigantesque entreprise, de chaussures et alors pour remercier en fait, Las Vegas, et donc les fondateurs sont devenus milliardaires et pour remercier en fait Las Vegas, de leur avoir sauvé la mise, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont financé la rénovation du vieux Las Vegas. Ils ont mis, plus d'une centaine de millions de dollars dans la rénovation, et puis quand on va de Los Angeles à Las Vegas sur l'autoroute, il y a des panneaux publicitaires Zappos, Zappos, merci Zappos, merci Zappos et donc ben voilà, en fait, l'histoire totalement vraie, de Zappos, comme quoi, il faut, tant que c'est vivant, c'est pas mort. C'est ce qu'on dit, en fait, hein. Ouais, OK. Ah, c'est Voilà, impressionnant, ce voilà. niveau de risque qu'ils ont pris, mais en fait, c'est ça, s'ils étaient à 2 semaines et donc quitte à tout miser à un moment, autant y aller. Mais il faut quand même avoir la folie de faire cet acte. Ah mais, quand on regarde les histoires, les succès, aux États-Unis, souvent, c'est ça. Quand on regarde, par exemple, l'histoire de SpaceX, il avait décidé d'investir 96 millions de dollars et 80 pour 96 millions de dollars, ça lui permettait de faire décoller 3 fusées. Donc, la première, elle a explosé, je crois avant même de décoller. La deuxième, elle a explosé, la troisième a explosé et cetera et donc il a réuni en fait, toute son équipe. Il a réuni toute son équipe, qui s'attendaient tous à ce qu'ils leur disent: «Bon, bah, c'est mort les gars, on n'a plus d'argent, et donc on va plier». Mais, Elon Musk, il s'est dit: «Bon, ben, je vais remettre, encore 20 millions et on va bosser et on va faire ce qu'il faut, et puis, on se fait une dernière tentative». Donc il a fait décoller la quatrième fusée. La quatrième fusée a réussi, et c'est à partir de là qu'il a eu, plus d'un milliard de dollars de subventions de la NASA et c'est ça qui a fait que, après voilà, SpaceX a fonctionné, en fait. Quel est ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur à venir? Hem, Question assez vague et assez vaste. En fait, c'est une bonne question que je me pose, rarement, je dirais. Que tu as ta quatrième société, c'est qu'est-ce que c'est le but, c'est d'avoir ce projet qui avance et qui t'amènera encore quelques années, mais que tu vas peut-être revendre encore pour repartir sur un projet. En fait, tu dis: «Non, là, j'ai, mon projet de vie peut-être, qui me Non, tient». alors en fait, je crois que, on depuis, novembre 2022, en fait, le monde a basculé dans une autre dimension, notamment, avec l'arrivée de l'IA générative. Heu, je crois que ça va bouleverser, énormément de business, qu'il y avait plein de business florissants qui ne vont plus l'être, et donc je crois que les entreprises, donc, nous inclus, devant nous adapter, très, très vite à ce changement et en fait, je pense que alors après ce business, je veux dire aujourd'hui, par exemple, il y a on peut générer du texte, on peut générer des images, on peut générer des vidéos et on peut maintenant, générer de la musique à 100 en fait avec, de l'IA, avec des lyrics, avec, des voilà, des voix artificielles qui chantent dessus et franchement le résultat est bluffant. Je me dis, qu'en 2024, on va assister à un gros clean-up, un gros clean-up de l'écosystème. D'accord. On va voir disparaître pas mal de business qui avaient, tenu jusqu'à présent, mais, heu, mais en fait, leur modèle va être balayé par l'IA notamment. Alors des exemples, hein, des startups qui sont, dans le montage vidéo, des, startups qui sont, dans, alors les call centers, c'est quelque chose aussi qui va être balayé. Les sociétés, qui faisaient du design, des logos, les sociétés, qui faisaient des sites web, les cabinets d'architectes, les, heu les profs particuliers. Voilà, tout ça sont des métiers, qui vont être, bien bouleversés et c'est difficile aujourd'hui de se dire: «Quel pourrait être mon business de demain?» en fait. Parce que je crois que il va falloir, laisser un petit peu, les choses se tasser, de manière à voir clair dans, ce qui a de l'avenir et ce qui n'en aura pas. Prenons un exemple, les NFT.
Les NFT, quand c'est sorti, tout le monde a dit ah les NFT c'est génial. Bon, qui parle encore des NFT aujourd'hui? Voilà, pareil pour le métaverse. Donc c'est difficile de aujourd'hui de prédire ce qui aura de l'avenir et ce qui n'en aura pas dans les deux trois ans à venir. Je pense que nous la direction qu'on a pris elle est, je dirais qu'on est, bon, on est dans la tendance, donc parce qu'on a misé sur l'intelligence artificielle depuis longtemps, donc je crois que ça va aller, Ok. mais je m'inquiète pour pas mal d'écosystèmes en fait. Hmm. Ok. Par rapport à ce que tu viens de dire sur la façon dont l'IA va impacter la société, là tu dis que vous êtes, vous, dans un positionnement qui te paraît cohérent par rapport à l'environnement actuel. Si justement tu dois potentiellement recréer demain une société dans un secteur d'activité complètement différent, tu la créerais dans quel secteur et pourquoi pour apporter quelle valeur ajoutée? Alors moi j'ai pour principe de toujours vouloir garder l'humain au centre de ma réflexion. Donc bon, il faut déjà que ça coche cette case-là. Je crois qu'il y a des challenges intéressants dans le futur, notamment dans l'éducation. Bon, il y a quand même un effondrement un peu du niveau éducatif. Je vais pas te parler du niveau PISA de la France qui a chuté. Et donc, dans l'éducation, mais avec l'intelligence artificielle, il y a peut-être des choses à faire. Mais est-ce que là, justement, l'IA ne vient pas aussi, dans un autre sens, offrir des outils justement aux étudiants qui aujourd'hui les utilisent pour rédiger des rapports, tout simplement? Et comment tu vois le système évoluer? Parce que l'arrivée de l'IA aujourd'hui dans le monde, c'est l'équivalent de l'arrivée de la calculette aussi. Aujourd'hui, on utilise tous une calculatrice pour faire nos calculs en maths, en ingénierie, etc. Mais le changement, il est même peut-être plus grand que l'arrivée de la calculatrice à l'époque. Alors, tout à fait. En fait, aujourd'hui, alors je prends toujours le même exemple. Comment ça se passe? Avant l'IA, comment ça se passait? Il y avait une classe de 25 élèves. Donc, le professeur, il préparait son cours. Il arrivait, il donnait son cours de manière un peu magistrale. Il y avait les 25 élèves. Les 25 élèves avaient tous des niveaux différents. Alors, les meilleurs étaient devant, les plus mauvais étaient derrière, etc. Et donc, le professeur, il donne son cours. Et puis ensuite, il donne des exercices et puis il part. Et chaque élève repart avec son niveau de compréhension du cours. Alors, ceux qui sont bons, ils ont tout compris. Ceux qui sont mauvais, ils ont pas trop bien compris. Et donc, de cours après cours, en fait, les mauvais, ils accumulent les retards scolaires. Et ça c'était avant. Donc, qu'est-ce qui se passait? Les parents des élèves qui étaient moins bons, ils commençaient à s'inquiéter quand ils voyaient les bulletins scolaires arriver, et donc ils appelaient un professeur particulier et ils commençaient à donner des cours particuliers à l'enfant. Mais bon, un cours particulier, c'est 1 heure de maths, 1 heure de physique, Oui, et puis c'est cher. Enfin, tout le monde n'a pas les et c'est moyens cher. forcément de prendre des profs Tout à fait, particuliers. tout à fait. Donc, ça c'était avant. Et maintenant, notamment avec l'arrivée de ChatGPT, comment ça se passe? Le professeur, il arrive, il donne son cours. Bon, les gamins rentrent chez eux. L'élève qui a pas bien compris, il peut parfaitement rentrer dans une session conversationnelle avec ChatGPT en lui disant, par exemple, explique-moi le théorème de Pythagore. Donc, ChatGPT va lui expliquer le théorème de Pythagore, peut-être dans des termes un peu trop techniques, un peu trop avancés, etc. L'élève après, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire j'ai rien compris. Donc là, ChatGPT, de manière tout à fait patiente, il va dire bon je reprends, je réexplique de manière plus simple. Donne-moi des exercices, voilà. Donc il est capable de corriger les exercices, tout ça. Et donc il y a une espèce de connivence qui se crée entre ce système, donc ChatGPT, qui n'est pas là pour juger l'élève en fait, et qui n'est pas non plus au chronomètre. Et donc le gamin a une opportunité unique en fait d'acquérir un professeur particulier, patient et qui est capable de s'adapter véritablement à l'élève, que avant c'était pas possible. Donc je pense qu'en cela, l'IA, c'est fantastique. Maintenant, quand on regarde le professeur avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait ses cours, il donnait son cours, il donnait des exercices, il corrigeait les exercices, etc. Bon, aujourd'hui avec ChatGPT, il n'y a plus besoin de fabriquer des exercices parce que ChatGPT peut les fabriquer. ChatGPT peut corriger les exercices, etc. Donc même le métier même de professeur est en mutation.
Et je pense que le futur en fait des professeurs, ça va être de plus accompagner les élèves plutôt que voilà. Donc s'ils faisaient avant. Donc c'est vrai. Donc tu prenais l'exemple de la calculette. Au tout début, la calculette, c'était proscrit à Oui, l'école. complètement. Voilà. Donc après, bon, la calculette est rentrée petit à petit et ça a été autorisé, notamment dans les examens. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que quand les élèves utilisent ChatGPT pour rédiger des devoirs et tout ça, on leur tape dessus. On leur tape dessus, alors qu'en réalité, on devrait en fait accompagner cette transition. C'est-à-dire, vous savez, l'élève qui a pris le temps d'utiliser ChatGPT pour construire un devoir, il l'a lu quand même. Il l'a peut-être pas rédigé, mais il l'a lu. Mmh. Donc en cela, il a quand même fait un gros travail de documentation. Donc moi je vois pas pourquoi en fait il va être sanctionné. En fait, il est sanctionné pourquoi? Parce que toute nouveauté entraîne de la friction, entraîne de la résistance. Et actuellement, on est dans cette phase. On est dans une phase où les élèves veulent utiliser les outils modernes, mais les professeurs veulent rester, en fait, refusent le changement. Et donc condamnent l'utilisation des outils extérieurs. Et donc on est un peu dans la même logique que la calculatrice. À un moment donné, eh bien voilà, ce qui va se passer, c'est que les professeurs, ils vont comprendre que leur métier, en fait, il doit changer. Leur métier doit changer et qu'il faut laisser les enfants utiliser les outils modernes et l'intelligence artificielle en fait partie. Voilà, donc voilà. Je pense que ça va prendre encore un peu de temps, mais on va y arriver. Oui, que l'enseignant soit plus dans un rôle de coach, d'accompagnant et tu parlais de l'humain au centre du modèle. Il faudra toujours des hommes pour les relations humaines et la présence du professeur, mais que cette présence évolue peut-être sous forme d'un coaching, plus que, l'apporteur de l'enseignement fondamental, technique. Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est un peu comme dans les salles de sport. Hein. Dans les salles de sport, Mmh, tu vas, tu as les machines. Tu peux prendre un coach. Le coach, il va t'expliquer comment faire, mais c'est pas lui qui va le soulever les poids. tout à fait. Hein. OK. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? Ah, je pense il faut rester très curieux. Il faut être très à l'écoute de ce qui se passe. Bon, surtout que ça va très très vite. Celui qui s'enferme dans sa bulle, quand il va se réveiller, il se sera passé énormément de choses. Je crois qu'il faut beaucoup regarder également la compétition. Il y a beaucoup à apprendre, je veux dire, de la compétition, parce que moi je dis souvent, quand il y a 24 heures pour moi, il y a 24 heures pour le compétiteur. Et d'ailleurs, je dis même à mes équipes, je dis, s'il y a 24 heures pour nous et qu'il y a 24 heures pour nos compétiteurs, la différence, on la fera sur les heures qu'on donnera en plus. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'il faut être effectivement très à l'écoute. Les choses bougent énormément. Ensuite, il faut également arriver à faire à discerner ce qui a de l'avenir et ce qui n'en a pas. Pour revenir au CIS, le nombre de fois que j'étais au CIS où j'ai vu des choses hallucinantes et en fait ça n'a jamais percé en fait. Le meilleur exemple, c'était les télévisions 3D et d'autres choses comme ça. Où voilà, donc il faut arriver en fait à discerner ce qui a de l'avenir et ce qui enfin pour moi n'en a pas quoi. Mmh. Tu parles justement de progression, de capitaliser sur, l'ensemble des ressources qui peuvent être à ta disposition, de s'ouvrir en permanence. Est-ce que tu as un indispensable? Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est, un livre de chevet, par exemple, ou un outil que tu utilises, une application que tu utilises au quotidien et qui te suit, dans ton travail? Alors, contrairement à beaucoup de mes collègues, moi, j'écoute énormément de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts et je peux même écouter des livres. Je trouve que j'arrive à être plus concentré quand j'écoute un livre, surtout quand il est lu par son auteur, ou quand j'écoute des podcasts plutôt que de lire des choses. Je pense que j'ai acquis ce défaut au fil des années. Quand je lis, je zappe assez rapidement parce qu'on est multitâche et donc il faut voilà. Donc ça c'est une première chose. Maintenant, chaque année, je réécoute toujours. Ben, il s'agit en fait du commencement speech, pardon, de Steve Jobs à Stanford. Alors j'invite tous ceux qui s'y intéressent à écouter ce speech. Alors en fait, pour le résumer, il arrive, je veux dire,
peu de gens connaissent véritablement la vie de Steve Jobs et comment il s'est construit, mais en gros, il le résume à trois étapes. La première étape, c'est que c'est quelqu'un qui a été adopté, donc par un couple américain, et le couple américain, toute leur vie, ils ont mis de l'argent de côté pour offrir les meilleures études à leur fils adoptif Steve Jobs. Et donc, pour leur faire plaisir, il a démarré des études donc dans une grande université. Et assez rapidement, en fait, il s'est rendu compte que en fait, c'était pas sa voie. Et donc, plutôt que de persévérer et de continuer, ben, il a abandonné en fait, en se disant que c'était pas la peine que ses parents continuent à gaspiller leur argent. Et en fait, il allait se nourrir chez Hare Krishna. En fait, c'est voilà, il a redémarré, mais de zéro. Et lui, il était attiré par la calligraphie. Donc et la calligraphie à l'époque de l'informatique. Bon, je sais pas si tu te souviens des ordinateurs IBM, etc. Ça ressemblait à rien. Et donc lui, toute cette calligraphie qu'il a appris notamment au travers de Hare Krishna, c'est ça qui a fait qu'il a réussi à faire des jolies polices de caractère. Et quand il a lancé son premier Mac, en fait, ben, il y avait ce côté artistique qui était dedans, et c'est ça qui a contribué en fait ça l'a forgé en fait pour fabriquer des produits beaux et simples. Voilà. La deuxième chose qu'il dit, c'est que ben, on n'est jamais à l'abri en fait de rien. Alors il a eu un premier cancer du pancréas. Il est allé voir son médecin, et son médecin lui a dit il faut que tu mettes tes affaires en ordre. Alors aux États-Unis, quand on dit il faut que tu mettes tes affaires en ordre, ça veut dire que t'en as plus pour très longtemps. Et il a miraculeusement guéri, je dirais, de ce de ce cancer. Je crois que c'était un des rares cancers du pancréas qui pouvait être opéré, donc il a guéri. Et en fait, il s'est rendu compte que la vie tient à pas grand-chose. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Steve Jobs. Il a quand même été viré par Apple. Ensuite, il est allé travailler. Il a créé une boîte qui s'appelait Pixar. Pixar a été racheté par Apple. Et le voilà, on l'a chassé par la porte. Il est revenu par la fenêtre. Et c'est là qu'il est revenu en fait sur le bord d'Apple, et qu'après, il a relancé en fait Apple. Donc voilà. Donc bon, toutes ces histoires, c'est intéressant. Il y a beaucoup de leçons à retirer de ce speech, et c'est ce que j'appelle un motivational speech. Et ça, je pense que c'est important. Chaque année, voilà, faut se remettre en fait. Ça permet de ramener de l'humilité dans le processus, et de ne pas perdre la direction. Ok. Bah, je mettrai le lien de cette vidéo en commentaire de l'épisode. Tout à fait. Pour les auditeurs qui souhaitent justement consulter ce discours. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Ne fais rien si tu n'es pas passionné. Ne te lance dans aucun sujet qui ne te passionne pas. Parce que, un, tu n'iras pas au bout, et deux, si c'est difficile, tu n'auras pas ce drive, donc cette passion qui fera que ben, tu t'accrocheras. Donc, c'est un défaut. Moi, je ne fais que des choses qui me passionnent. Ok. Non, mais c'est important justement. On parlait de résilience il y a quelques minutes aussi. C'est ça aussi qui fait qu'on est résilient, c'est quand on fait quelque chose qui nous anime passionnément. Absolument. Très bien. Si tu devais transmettre un conseil à quelqu'un qui souhaite entreprendre, quel serait-il? Alors, ça, c'est un très bon sujet. C'est une très bonne question. D'abord, si quelqu'un me dit je veux devenir entrepreneur tout seul, je vais lui dire non. Ne fais pas ça. Parce que réussir tout seul aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Il y a trop de sujets à gérer en même temps. C'est beaucoup trop contraignant. Donc moi, ce que je dis, c'est trouve-toi un associé. Mais la question qui vient derrière, c'est comment reconnaître un bon associé. Et là, je prends toujours le même exemple. Quand je conseille, je mentor des entreprises ou des gens qui veulent investir dans des entreprises, je dis comment reconnaître une bonne équipe. Il y a deux types de personnes sur la planète. Il y a les chevaux et les cavaliers. Un cheval, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a une grosse capacité de travail, qui est capable d'aller d'un point A à un point B. Le seul problème, c'est qu'il ne sait pas où est le point B. Donc, c'est typiquement des gens du style des développeurs, des CTO, etc. Bon, des grosses. Ça, c'est le cheval. Et puis le cavalier, c'est quelqu'un qui sait où est le point B, donc c'est plutôt un visionnaire.
En général, c'est quelqu'un qui est plutôt bien bon commercial, etc. Donc c'est quelqu'un qui sait où est le point B, mais il sait pas y aller tout seul. Donc parce que il a pas cette force de travail, etc. Donc dans une équipe, quand il y a deux cavaliers ensemble, ils vont passer leur vie à faire des PowerPoint et puis ça n'accouchera jamais d'aucun produit parce qu'ils arriveront jamais à le réaliser. Si vous mettez deux chevaux ensemble, ils vont passer leur vie à faire des produits, mais il y en a aucun qui correspondra à ce que le marché attend. Donc la bonne équipe, c'est quand un cheval rencontre un cavalier. Voilà. En fait, c'est simple, mais ça s'est toujours avéré vrai. Ok. Ok. Et tu disais que le cavalier, c'est généralement le sales. Est-ce que le cheval peut pas être justement le sales parce que c'est peut-être celui qui est très dans l'opérationnel, qui veut justement très vite vendre, tout de suite délivrer et qui pourrait justement avoir une difficulté à trouver lui un cavalier. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là qui justement serait bon en sales, mais peut-être il Bah, manquerait de vision? En fait, bon, au-delà du fait que c'est un sales ou un développeur, la première chose, c'est d'abord déterminer qui on est. Ça, c'est pas si facile. Et déterminer qui on est, et puis ensuite, une fois qu'on sait qui on est qu'on est un cheval, est-ce qu'on est un cavalier, déterminer quel est le profil qui nous manque et qui corresponde à ce qu'on n'a pas. Et donc ça, et ensuite, il y a aussi le fait que avec l'expérience, un cheval peut devenir un cavalier. Moi, c'est mon cas. Moi, quand j'ai démarré, j'étais un CTO, moi. C'est-à-dire que j'étais un ingénieur, je développais des produits, donc j'étais vraiment un cavalier, un gros bosseur. Et puis, de boîte en boîte, en fait, j'ai appris. J'ai appris ce que c'était que des sales, ce que c'était que du budget, un budget, ce que c'était que de gérer des équipes, une vision, de la négociation, etc. Et donc, je suis devenu quelque part un cavalier, ce qui m'a permis ensuite de pouvoir prendre la direction d'une entreprise. Un cheval n'est pas capable de prendre la direction d'une entreprise. Seul un cavalier peut le faire. Donc, voilà, on peut passer de cheval à cavalier, mais très rarement de cavalier à cheval. Mmh. OK, intéressant. Une belle métaphore. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Philippe? Sur LinkedIn, Philippe Guillot, je suis assez facile à trouver et je réponds aux messages. Très bien, super. Je mettrai le lien de ton profil dans la descriptive de l'épisode. Merci beaucoup pour ton temps, Philippe. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci à toi, Paul. Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.